Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour notre soirée Investinov. Donc là, c'est la dernière de l'année. Puis on est particulièrement heureux d'avoir pu maintenir cette soirée puisque, comme vous le voyez, il n'y aura pas de cocktail, mais il y aura une petite surprise à la fin. Vous êtes au siège de la Banque Populaire du Nord. Je crois que certains d'entre vous connaissent déjà ce type de soirée, mais pour les nouveaux, juste pour vous rappeler que on anime cette soirée avec Thomas dans le cadre d'Investinov. Et Investinov, c'est quoi? C'est une plateforme qui met en relation des investisseurs avec des porteurs de projets. Et donc ce soir, on aura le plaisir d'écouter 4 porteurs de projets. Nous sommes, nous, en tant que banquiers, très, très soucieux d'accompagner les entreprises. On est d'ailleurs pour la 12e année consécutive la première banque des PME en France. Donc on est content aussi de pouvoir accompagner des entreprises en mode start-up qui ont des projets innovants pour faire rayonner notre territoire. Voilà, on aimerait avoir de belles pépites demain qui puissent faire parler des Hauts-de-France. Donc en tout cas, bienvenue chez nous et puis bonne soirée. Merci Stéphanie. Alors, le format de cette soirée, pour les nouveaux, parce que ceux qui connaissent, c'est pas la peine de leur rappeler, 7 minutes de présentation pour chaque pitch et 7 minutes de questions qui seront posées par nous-mêmes et également par vous au travers de questions que vous pourrez poser. Un numéro va s'afficher qui va vous permettre de poser toutes les questions et vous avez normalement un document sur votre chaise avec le numéro. Alors, c'est la dernière soirée 2021, un rapide bilan pour 2021. On a eu 37 projets présentés au comité de sélection. 16 ont été présentés en soirée, ce qui vous donne l'importance en fait de la sélection qui est faite. Nos vidéos pitch maintenant qui sont systématiques ont été comptabilisées pour près de 3000 vues. On doit pouvoir faire mieux et j'ai besoin de vous à ce titre. N'hésitez pas, quand vous voyez les vidéos, de les partager sur votre réseau. Plus on sera, plus nos pitchers trouveront des fonds, plus leur société sera connue et plus cela permettra de créer de la richesse pour notre région et surtout des emplois. Donc on compte sur vous. On a réussi quand même uniquement sur 2021 à lever près de 15 millions d'euros. La dernière levée a été faite par la société Brindex qui avait été présentée ici en 2019 pour plus de 3 millions d'euros. C'était Thierry Cussac, le directeur général, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais voilà une très belle réussite. Alors, dans cette soirée, nous entendons strictement respecter les gestes barrières. Naturellement, il est préférable de garder son masque. Nous ne faisons pas de cocktail pour les raisons que vous comprenez aisément. Mais par contre, nous avons des petits spots où vous pourrez discuter naturellement avec les porteurs de projets après la fin des présentations. Merci quand même de garder vos masques. Et alors, pas de cocktail, mais une petite surprise offerte par la Banque Populaire que vous pouvez apercevoir d'ici. Alors, cette soirée est animée par Olivier Ducoin. On ne le présente plus, Olivier. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient présenter avec brio nos soirées. Vous connaissez tous le rédacteur en chef de cette merveilleuse édition de Éco 121, qui est toujours un plaisir de lire et de regarder. Donc, Olivier, je te passe immédiatement la parole pour présenter nos pitchers. J'ai bien fait de venir, merci de tous ces louanges. Et merci de me passer la parole. Effectivement, c'est pas moi qui suis la star, c'est nos 4 lauréats du soir qui portent tous des projets très différents, mais tous aussi séduisants les uns que les autres. Il y en a 3 ce soir qui relèvent du monde de la santé, il y en a un qui est dans l'univers du son. Et je vous propose de démarrer tout de suite avec notre premier lauréat, qui est Dinu Stănescu pour la société Temeu. Jingle. Bonjour. Bonsoir Dinu. Dinu, vous êtes ophtalmologiste, il faut dire. Les deux de votre état, également responsable de recherche clinique à la Pitié-Salpêtrière. C'est ça. Voilà, et en même temps, vous êtes entrepreneur.
Et vous avez monté une société qui s'appelle Team.eu qui développe une solution qui évidemment est faite pour votre univers professionnel et qui vise à finalement optimiser les liens entre orthoptistes et ophtalmo. Et puis, en quelque sorte, nous sortir du cauchemar des 6 mois à 1 an nécessaires avant notre rendez-vous chez notre ophtalmo. Comme ça, je n'ai pas dit ophtalmologiste ou ophtalmologue. Très bien, mais écoutez, vous avez 7 minutes montre en main pour essayer de nous décrire votre projet et puis de nous convaincre. Et puis on aura 7 minutes ensuite pour échanger et approfondir avec des questions-réponses. Ça marche. Bonjour, je suis Dino Stanescu, je suis médecin, je suis ophtalmologiste, je suis aussi PhD, je suis le fondateur et le CEO de Team.eu. Alors Team.eu, c'est une société qui a trouvé la solution pour justement diminuer les temps d'attente en ophtalmologie et améliorer la prévention cardiovasculaire numérique. Alors vous trouvez que 3 à 6 mois pour obtenir un rendez-vous en ophtalmologie, c'est long. Eh bien nous aussi, on a trouvé une solution, c'est Team.eu. On délègue en fait la prise des rendez-vous aux orthoptistes. Alors l'orthoptiste, c'est Thibaut, il est dans son cabinet d'orthopsie et il souhaiterait faire de la télémédecine. Mais pour ce faire, il a besoin de matériel, il a besoin d'un ophtalmologiste lecteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va valider ses dossiers, et il a aussi besoin d'un logiciel. Eh bien, grâce à Team.eu et grâce à mes réseaux en tant qu'ophtalmologiste, eh bien, je propose une communauté d'ophtalmologistes avec un ophtalmologiste lecteur qui va chaque fois en fait accompagner l'orthoptiste, également le logiciel de télémédecine et le matériel médical. Ce que ne fait pas la concurrence. En fait, c'est une solution clé en main, tout y est. Alors, l'orthoptiste, il se connecte en ligne à Team.eu, il va recevoir son patient, il va réaliser la tension oculaire, la réfraction, la photographie du fond d'œil, et il va proposer son ordonnance. Dans un deuxième temps, l'ophtalmologiste se connecte à Team.eu, et dans la majorité des cas, donc 95% des cas, eh bien, il va valider l'ordonnance de l'orthoptiste, et dans les 5 autres pourcents, il va reconvoquer un patient chez qui il y a une anomalie oculaire. Dès validation du dossier, eh bien, le patient reçoit une notification qu'il va télécharger sur un site dédié, sécurisé. Alors, ce n'est pas le seul avantage de Team.eu. Team.eu, c'est une solution simple, facile, efficace et surtout rapide. Toutes les informations du dossier du patient figurent sur une seule page. Et donc, en un seul clic, vous validez le dossier. Ça prend 10 secondes, à peu près. Donc, au lieu de voir 4, 5 patients en 1 heure, eh bien, grâce à Team.eu, vous pouvez voir 300, 400 patients par heure. C'est un vrai point fort pour lutter contre la désertification médicale. Car vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations d'ophtalmologie. On a 20 millions, 17 dans le libéral. Et malgré tout, on ne parvient pas à répondre à la demande. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place différents systèmes, des incitatifs pour faire de la télémédecine. Le protocole Murel, ce qu'on fait avec Team.eu, mais également la téléexpertise entre des paramédicaux et des médicaux. Le gouvernement voudrait que 20% de la télémédecine se fasse en ophtalmologie. Alors vous avez vu qu'il y a des photos qui sont réalisées. Eh bien, il y a 3 millions de photographies de fond d'œil qui sont réalisées chaque année par les ophtalmos, par les orthoptistes et aussi par les diabétos. 50 millions rien qu'en Europe. Alors notre section R&D développe un logiciel qui fait en fait de la prévention cardiovasculaire basée sur les photographies du fond d'œil à l'aide d'intelligence artificielle et à l'aide de machine learning. Alors ce que nous faisons, c'est que le logiciel va calculer le rapport du diamètre des artères et des veines et ainsi prédire ce qu'on appelle le cardiovasculaire wellness score. Alors pour ce faire, on collabore avec des collègues, donc des collègues de la Pitié, des collègues de Lille et des collègues de Bruxelles, en comparant des cohortes de patients malades avec leur fond d'yeux avec des cohortes de patients sains. Le but sera de prédire dans la population qui, sur base des photographies du fond d'œil, va développer un incident cardiovasculaire. Alors cette aventure, j'ai débuté avant de créer Team.eu en tant qu'ophtalmo avec mon associé, un fondateur qui est Jean-Christophe Baudouin. On a monté 7 centres et 5 dans le centre de la France. Et ainsi, on a pu voir presque 50 000 patients, délivrer 48 000 ordonnances de lunettes aux patients et reconvoquer 2000 patients, les fameux 5%, pour pouvoir les voir chez les ophtalmologistes. On a pu voir les patients donc plus près de chez eux et aussi plus précocement par rapport à des rendez-vous classiques en ophtalmologie. Et ainsi, au niveau financier, on a aussi pu générer, on a montré que ça marche, on a généré 450 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. Alors notre roadmap, elle consiste à développer en parallèle les centres ophtalmo Team.eu, que vous voyez ici en bas, alors qu'on travaille sur l'obtention d'un label CE, dispositif médical pour cardio Team.eu. Alors en France, actuellement, il y a à peu près 5000 orthoptistes, ils seront
10 000 d'ici 2030. Le business model, c'est quoi? Il repose sur un système de rétrocession à l'acte, avec deux formules. Une formule basique, où on va leur demander 20% en échange en fait, du logiciel et de l'ophtalmolecteur, et 40% si on leur fournit le matériel médical. En fait, on veut lever tous les freins à l'installation de l'orthoptiste. Le but, c'est d'atteindre 60 orthoptistes d'ici l'année prochaine et 500 d'ici fin 2025. On sera à l'équilibre à peu près en mi-2023, mars 2023. En parallèle, Téméo Cardio, une fois qu'on a l'obtention du label dispositif médical, nous visons 10% du marché, avec un prix pour l'interprétation qui va de 10 à 20%. Alors pour faire ce projet, je ne suis pas seul. Donc on a constitué une équipe qui est composée de Jean-Christophe Baudouin, qui est le cofondateur, qui est développeur, qui est geek, qui code depuis l'âge de 12 ans, et donc qui a créé le logiciel, qui s'occupe de la partie sécurité, la partie RGPD. Également, on est secondé par Fabien Cordet, ici dans la salle, qui vient de Polytech Lille, qui est un ancien de Métrovision, une boîte d'ophtalmologie également, et qui s'occupe de la partie développement, marketing, vente. Et quant à moi, en tant que CEO, moi, je m'occupe de la partie R&D et ce que je pourrais dire, développer de nouveaux horizons. Par exemple, les cliniques privées ou les hôpitaux privés, la Fondation Rothschild avec qui on a un POC, et puis Air France, la RATP, etc. Et il y a aussi ma femme qui est embarquée dans l'histoire, Nancy Zekulic, qui est orthoptiste, qui est optométriste et qui est opticienne et qui est dans le monde depuis 15 ans et donc qui me donne aussi des conseils. Voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir accélérer la mise sur le marché de ce projet et d'arriver au point mort le plus rapidement possible. C'est un projet qui est rentable, puisqu'il a déjà fait ses preuves au niveau business model en tant que non-compagnie quand j'étais, moi, ophtalmologiste, avant d'être dans Téméo. Donc il y a une sécurité dans le projet. Et nous voulons lever 500 000 € en termes de business angel pour développer la partie cardio, donc la partie R&D cardio, pour un ingénieur IA, pour 2 arcs pour les cohortes et des caméras, et 400 000 € en termes d'institutionnel, pour financer la trésorerie de Téméo, pour pouvoir en fait accélérer la mise en place des différents centres d'ophtalmologie, de télémédecine, du matériel et des RH. Donc Téméo, en fait, c'est une société avec laquelle on lutte pour les déserts contre les déserts médicaux et avec laquelle on fait de la prévention numérique des pathologies cardiovasculaires. Je vous invite à me rejoindre pour en parler tout à l'heure. Merci. Bravo, merci beaucoup. Donc je rappelle à toute la salle que vous pouvez nous envoyer des questions que je lirai en même temps depuis mon poste d'observation. Première question, j'ai un peu le sentiment qu'il y a 2 entreprises en une en fait. D'un côté la partie purement ophtalmo-orthoptiste et puis de l'autre l'interprétation des fonds d'œil, des photos de fonds d'œil pour faire de la prédiction de problèmes cardiovasculaires. Est-ce que c'est clair finalement d'avoir 2 entreprises en une? Alors c'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'idée, effectivement, c'est qu'on a développé ça au départ pour faire de l'ophtalmologie, pour aider lutter contre la désertification médicale. Et puis en travaillant avec des collègues, on s'est rendu compte et on sait sur la base d'études scientifiques qu'en regardant les photographies du fond d'œil, on parvient à prédire en fait ce qui se passe dans les micro-vaisseaux, donc les vaisseaux de la rétine, va annoncer ce qui se passe dans les macro-vaisseaux, majoritairement les coronaires et les artères cérébrales, donc l'AVC et l'infarctus. Et on a trouvé cette idée assez intéressante et séduisante. On a tous ces fonds d'yeux en fait, de gens sains, et si on trouve une façon de pouvoir analyser ce fond d'œil en quelques secondes, ce que fait l'IA, on va avoir un impact énorme sur la prévention de maladies cardiovasculaires. C'est quand même la 2e cause de mortalité en France pour les hommes et la première pour les femmes, et la première sur le monde. Donc on peut très bien imaginer dans un 2e temps avoir une société qui sera que ophtalmo et une société qui sera que cardio. Alors je vous pose la question parce que régulièrement dans l'univers de la santé, on sait bien que les projets sont longs, on est sur le temps long, il y a beaucoup de maturation et vous avez quand même votre activité professionnelle qui continue. Comment vous arrivez à conjuguer donc l'activité clinique et puis de l'autre cette casquette d'entrepreneur? Bon, d'abord je travaille beaucoup, énormément, samedi, dimanche, donc c'est pas une semaine de 35 heures. Ensuite, mon activité est quand même très réduite au niveau libéral. Je travaille une journée en libéral et à la Pitié, j'y suis une journée tous les 15 jours. Et ça m'a aussi permis d'être en contact, notamment avec Gilles Montalesco, qui est à Pitié-Salpêtrière. C'est lui qui va nous proposer la plus grande
la plus grande cohorte de patients cardiovasculaires. On a quand même un pool potentiel de 50 000 patients sains à comparer avec des patients malades. Et ça, c'est une force unique. On a de la data, ce qui est très rare, ce qui est très important en médecine. Alors, vous êtes d'abord donc un clinicien, un praticien, pas forcément un manager. Vous êtes accompagné par Rasanté. Vous pouvez nous dire quel est l'intérêt de cet accompagnement? Est-ce que c'est vraiment stratégique dans votre cas? Alors, c'est sûr qu'être un entrepreneur, c'est pas quelque chose on n'est pas avec. Alors, néanmoins, il y a quand même un petit bémol. J'ai un centre d'ophtalmologie et on gère une équipe en ophtalmologie. Dans mon équipe, j'ai 7 salariés complets et encore 5 salariés mi-temps. Donc on gère déjà une petite entreprise en tant qu'ophtalmologiste au quotidien. C'est pas quelque chose que je découvre aujourd'hui. Et effectivement, l'accompagnement d'Aura Santé est essentiel parce qu'ils ont différentes sections, différents silos, et ils nous aident, ils nous accompagnent pour trouver les bonnes personnes, ils nous accompagnent pour nous aider à trouver des financements comme on le fait aujourd'hui. Ils nous coachent, ils nous challengent, et effectivement, c'est une grande aide de les avoir. Alors, votre solution, on comprend tout l'intérêt que ça présente pour les orthoptistes. Est-ce que les ophtalmos sont également, convaincus? Est-ce que vous, forcément, c'est vous qui êtes porteur du projet, on comprend, mais est-ce que vous allez pouvoir équiper d'autres professionnels? La question, elle est plus brutale quand même. Est-ce que vous ne tirez pas une balle dans le pied? Alors, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'on se tire une balle dans le pied. Il y a plein de régions en France où les ophtalmos se moquent de savoir si finalement les temps d'attente sont longs ou pas, puisque finalement ils ont des patients et ils en auront toujours pendant des mois et des mois. Et il y a une sorte d'indifférence de la part de mes collègues à se dire finalement s'il n'y a pas de rendez-vous, c'est pas grave, moi j'ai mon activité et on ne se tire pas une balle dans le pied. Parce que l'idée, et moi au départ c'était comme ça que je l'avais envisagé, c'était finalement de se dire j'ai pas fait 12 ans d'études pour faire prescripteur de lunettes. J'ai fait 12 ans d'études pour gérer des pathologies plus compliquées, dépister du glaucome, dépister des rétinopathies diabétiques, opérer, mais pas faire des lunettes. Et donc chacun son métier. Donc je pense qu'effectivement les orthoptistes devraient faire plus de lunettes et les ophtalmos plus de pathologies. Et d'ailleurs on est un peu une exception. En France, si vous comparez l'Angleterre, les Pays-Bas et plein d'autres, l'Espagne, eh bien c'est pas comme ça que ça se passe. Et alors pourquoi vas-y. Qui fait la photo du fond d'œil? C'est vous ou c'est les patients tout seuls Non. Donc en fait, la séquence, c'est qu'il faut s'imaginer un cabinet d'orthopsie. C'est à peu près 12 mètres carrés, donc ça peut se faire n'importe où. Ça peut être soit un cabinet qui est isolé, soit dans une maison de santé polyvalente. On a un peu toutes les cas de figure, ou dans une clinique. On a les 3 cas de figure actuellement. Et donc sur 12 mètres carrés, vous avez en fait 3 machines. Une machine qui prend la tension, une machine qui mesure votre vision, et une machine qui fait la photographie du fond d'œil. Et toutes les données, toutes les machines sont connectées à Téméo automatiquement, donc il n'y a pas de manipulation à faire, il a juste à appuyer sur un bouton, ça bascule sur Téméo, et dans un deuxième temps, les ophtalmolecteurs se connectent sur Téméo en ligne quand ils le veulent, et ils commencent à valider les dossiers en cliquant valider si tout va bien, et si ça ne va pas, refuser. Alors, je lis une question qui nous vient de la salle. Comment mettre en relation les ophtalmos avec les orthoptistes? Vont-ils collaborer aisément? Alors, comme je vous ai dit, certains oui, certains non. Donc les ophtalmos qui ont un certain âge et qui ne sont pas férus de télémédecine ne vont pas vouloir le faire. D'autres centres qui se disent tiens, ce serait bien finalement que je développe 5 satellites autour de mon cabinet principal, ils vont être intéressés par cette solution puisque ça leur permet finalement de décupler leur activité. Un orthoptiste voit 30, 40 patients par jour et faire le travail d'un orthoptiste, valider le travail d'un orthoptiste et 30-40 patients, montre en main, ça prend 2-3 minutes. Donc en 2-3 minutes, vous avez validé le travail d'une journée. Donc c'est très intéressant. Alors comment on passe de 60 orthoptistes aujourd'hui partenaires à 500, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Alors il y en a 5000 des orthoptistes et ils n'arrêtent pas de se multiplier parce qu'ils seront 10 000 en 2030. Donc il y a aussi un effet... je veux dire un peu sexy, puisque dès que vous avez atteint un certain seuil, vous allez faire du bouche à oreille. Actuellement, notre système, c'est qu'on leur dit adressez-vous à ceux qui utilisent déjà la solution, et ça marche bien, parce qu'ils se parlent entre eux, ils ont leur marotte, ils discutent de ce qu'ils veulent, et puis ça se fait comme ça, sur la qualité du service.
Une petite dernière question avant de terminer, parce que les 7 minutes sont pratiquement échues. La levée de fonds ne concerne-t-elle que la partie R&D ou faut-il des fonds également pour acheter les machines? Je crois que vous avez déjà un peu répondu. Oui, il faut des fonds pour acheter des machines pour justement pouvoir proposer la solution complète. Ce qu'on appelle la solution clé en main. Comme ça, l'orthoptiste, il s'installe et il peut démarrer tout de suite. Ok, très grand merci. De toute façon, je pense que tout à l'heure, à la fin de ces échanges, vous pourrez prolonger avec Dinu Stănescu. Merci infiniment. Merci à vous. Et donc, on applaudit. Bonne soirée. Et on va accueillir maintenant Colin Gallois pour le projet Épure. Jingle. Bonsoir. Bonsoir Colin. Bonsoir à tous. Alors Colin est un petit génie, jeune entrepreneur, mais ingénieur, HEC, ainsi que votre associé qui s'appelle Lancelot, voilà, j'avais pas le nom de famille, mais bon, Durand. Lancelot Durand. Donc vous avez monté une entreprise qui s'appelle Épure. Alors je reviens un petit peu quand même en arrière dans votre carrière, puisque chez Decathlon, vous avez passé un petit peu de temps, et vous avez déjà chez Decathlon créé des produits. Aujourd'hui, c'est exactement ce que vous faites, mais comme entrepreneur, vous vous êtes lancé dans le grand bain. Exactement. Et donc on voit sur l'écran ce dont vous allez nous parler. Alors vous ne faites pas le fauteuil roulant, mais vous faites finalement la roue qui va l'accompagner, et vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, votre projet va adresser un sujet que le commun des mortels n'imagine pas, c'est-à-dire qu'il y a un problème pour freiner sur les fauteuils roulants. Vous avez 7 minutes pour nous expliquer tout ça et nous convaincre. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Colin Gallois, je suis CEO et cofondateur d'Épure. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous imaginer sur votre vélo. Sur votre vélo, en roulant tranquillement, mais sans frein. La seule manière de freiner, ça va être de vous pencher et de saisir la roue avant du vélo à pleine main. Il va se passer plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez vous brûler la main. La deuxième, c'est que vous allez tirer très fort sur l'intégralité de vos membres supérieurs pour réussir à arrêter le vélo. Et malheureusement, vous allez rentrer dans l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est une réalité pour 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein toute la journée. 65 millions dans le monde, 650 000 rien qu'en France. Pourtant, il y en a des pentes. On a mené l'exercice à Paris, qui n'est pas spécialement réputé pour son dénivelé. Il y a 10% des rues de Paris qui sont en pente de plus de 4%, qui est la limite des pentes normatives pour les PMR. 10% des rues de Paris qui sont inaccessibles en fauteuil roulant. D'autant plus que les utilisateurs de fauteuils roulants sont déjà fatigués des membres supérieurs. 35% d'entre eux sont atteints de troubles musculo-squelettiques de l'épaule au bout de 6 mois de fauteuil, 70% au bout de 20 ans. Quand on les interroge, c'est exactement ce qu'on a fait l'année dernière auprès de 200 d'entre eux, notamment avec l'aide de l'Association des paralysés de France. 75% nous disent avoir des difficultés à freiner en fauteuil ou alors devoir demander de l'aide pour descendre une pente. Et 90% nous disent qu'il faut améliorer le freinage en fauteuil roulant. C'est exactement pour cette raison qu'on a créé Épure avec Lancelot Durand, mon associé. Aujourd'hui, on est 5 chez Épure, on a des profils complémentaires. On est très bien accompagnés, on est chez Eura Santé depuis quelques années, chez TechCare aussi au sein du réseau Paris & Co. Et avec nos conseils, on partage la même mission, c'est de réinventer, ou plutôt d'inventer le freinage en fauteuil roulant. Pour ça, on a créé une paire de roues. Cette paire de roues, elle s'appelle Drift. Elle se monte très facilement sur un fauteuil. Là, il y a Lancelot qui l'installe. Donc, on retire ses roues. Et puis, on monte notre paire de roues. Et cette paire de roues, elle permet de freiner tout simplement en tirant la main courante vers l'arrière. Ce petit geste que vous allez voir 4 ou 5 fois, là, répété sur ces images, qui est un geste qui est directement inspiré des vélos hollandais ou des vélos à rétropédalage, pour ceux qui en ont déjà utilisé, ça permet de freiner tout simplement sans se brûler la main. Il n'y a plus aucun frottement avec la main courante. On freine avec 5 fois moins d'efforts. Donc on permet, en définitive, à tous, peu importe son âge ou sa pathologie, de freiner en fauteuil roulant, en toute sécurité et d'augmenter la mobilité. La technologie, elle est dans le moyeu, comme sur les vélos à rétropédalage. Cette technologie, on l'a brevetée en 2018, parce qu'on l'a adaptée au fauteuil roulant, notamment en permettant la marche arrière, ce qui est essentiel en fauteuil. Et on est aujourd'hui protégé en Europe et aux États-Unis.
En termes de concurrence, eh bien, il n'y a rien qui permet de freiner en fauteuil. La seule chose, c'est une paire de gants à 20 € chez Decathlon, par exemple, qui permet de se protéger un peu les mains. 30% des utilisateurs en utilisent. Pourquoi seulement 30% ? Parce qu'il faut les changer, parce qu'il faut les porter toute la journée. Et puis surtout, parce qu'on se protège les mains des brûlures, mais on continue de tirer sur ses bras toute la journée. En parallèle, pour arrêter de se fatiguer, explosent des dispositifs de propulsion, donc on vient plugger derrière le fauteuil roulant, comme vous voyez sur cette image, qui permet de propulser l'utilisateur entre 6 et 10 km/h, toujours sans système de freinage. La bonne nouvelle, c'est que ces roues drift sont parfaitement complémentaires de ce dispositif. Et pour ce qui est de changer ces roues, ça existe déjà. Les utilisateurs choisissent les fauteuils roulants un petit peu comme une voiture. Il y a une fiche d'options, on peut choisir les roues qu'on vient remplacer, les accoudoirs, etc. Le leader dans ce domaine, c'est Spinergy, qui fait des roues plus légères, plus raides, etc. Rien sur le freinage, et puis qui commercialise ces roues entre 1 200 et 1 500 €. Notre positionnement, il est d'offrir au sein d'une paire de roues une fonction haut de gamme qui permet de gagner en sécurité, en autonomie et en mobilité pour un prix public de 1 990 €. Comment est-ce qu'on le commercialise ? Exceptionnellement, cette année, directement en B2C, pour être au plus près de nos premiers utilisateurs et être en capacité d'améliorer, d'être au plus près des remontées du terrain. Dès septembre 2022, ces premiers utilisateurs seront livrés et on passe sur notre business model de croisière, en tout cas sur la France, en travaillant avec des revendeurs de dispositifs médicaux qui vont, eux, équiper leurs clients, soit au moment d'un achat d'un fauteuil neuf, soit lorsqu'un client veut se rééquiper d'une paire de roues. Et puis, ce qu'on vise, c'est assez rapidement l'export dès 2023, avec un produit qui est facilement exportable en Europe, grâce à des distributeurs de matériels médicaux qui vont, eux, cibler leur marché et leur zone douanière. À terme, l'ambition d'Epure, c'est de travailler main dans la main en Europe, au Canada et aux États-Unis, avec des fabricants de fauteuils directement pour fournir les roues directement sur les fiches de mesure du fauteuil, sur un business model un petit peu à la Gore-Tex ou à la Shimano pour ceux qui connaissent le vélo. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a fait un pilote, un test lors du salon autonomique il y a 1 mois. Pendant 3 jours, on a ouvert les précommandes et on a prévendu 4 produits en direct aux utilisateurs, 12 directement aux professionnels. En parallèle, on passe nos semaines dans les centres de rééducation à discuter et à présenter le produit des prescripteurs, les ergothérapeutes et les médecins MPR. Pour continuer dans cette belle lancée et atteindre notre objectif de commercialiser 4000 paires de roues par an en 2024, aujourd'hui, nous avons un besoin de financement de 800 000 €, besoin de financement qui nous permettra de mener une étude clinique et donc de défendre notre projet et cette innovation pour un remboursement, donc une inscription en liste LPPR, un remboursement par la sécurité sociale, de consolider l'équipe, notamment sur la partie commerciale, pour accompagner le lancement du projet, de financer la production, on a besoin en fonds de roulement pour le premier batch de produits, et puis de financer la R&D, puisque sur ce produit, on continue d'avancer sur la compatibilité avec ce fauteuil, de l'alléger, et puis surtout, on a envie de faire d'Epure une vraie marque de mobilité avec de nouveaux produits au service des personnes en situation de handicap. Si vous voulez nous aider, si vous partagez notre vision, que vous souhaitez nous accompagner et nous aider à redonner de la mobilité à 65 millions d'utilisateurs, comme Florian, je vous propose d'investir chez Epure et de venir en discuter à la fin de cette présentation, de venir essayer le fauteuil. Je serai juste là-bas derrière, dans le coin de la salle. Merci beaucoup. Bravo, c'est effectivement un très très beau projet. Juste peut-être une petite réflexion à vous écouter. Là, tout à l'heure, vous disiez que le brevet avait été déposé en 2019, 18. Donc, en fait, et la société elle-même existe depuis seulement 2021. Ouais. C'est quoi l'équation ? En fait, on a travaillé le soir et les week-ends pendant longtemps. Donc, on a dû mettre au point la technologie, celle qui fait l'objet du brevet, parce qu'un moyeu à rétropédalage dans le vélo, ça existe, mais une fois qu'on actionne les pédales vers l'arrière, il ne se passe rien. On freine juste plus fort. Dans le fauteuil roulant, il a fallu gérer le fait qu'on continue de rendre possible la marche arrière. Et donc, on a un même geste qui engendre plusieurs actions. Et le fauteuil, alors le moyeu, il est 100% mécanique. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, d'IoT. C'est de la bonne vieille mécanique. Par contre, il faut qu'on puisse faire en sorte que ça amène des bénéfices sans en enlever. Et donc, on ne change pas l'ergonomie et l'actionnement d'un fauteuil roulant. On a mis quelques années à le développer, et puis en 2021, on l'a fait tester des utilisateurs, et on a décidé de se consacrer à 100% à ce projet en avril. Alors,
Une question aussi sur le prix. 1990 €, Ouais, tout à fait. ça paraît quand même très élevé. Est-ce que c'est quand même acceptable par le marché ? Eh bien, c'est acceptable par le marché, donc oui, c'est un prix. À titre de comparaison, les utilisateurs actifs de fauteuils roulants, qui sont notre marché, achètent des fauteuils entre 5 et 10 000 €. Une paire de roues, je vous l'ai montré, c'est déjà commercialisé à 1 200, 1 500 € sans fonction supplémentaires, telles que le freinage. Et on commercialise cette paire de roues au même tarif que des roues qui proposent d'autres fonctions, comme l'amortissement, par exemple, pour avoir un peu moins de vibrations dans le bas du dos. Donc on est complètement dans un tarif qui est accepté et validé, notamment par les premiers utilisateurs. Stéphanie ? Oui, alors c'était pour justement toujours en relation avec le prix. Est-ce qu'il peut y avoir une prise en charge par une mutuelle sur le prix des roues ? Alors, par la sécurité sociale, puisque les mutuelles ne prennent pas en charge s'il n'y a pas une prise en charge de la sécurité sociale. Et c'est justement pour cette raison qu'on souhaite lever des fonds pour accompagner l'étude clinique qui permettra de démontrer les bienfaits du freinage, puisqu'aujourd'hui, il y a des scientifiques qui ont mis en avant le fait qu'il n'y avait aucune bibliographie sur le freinage. Et nous, on a un produit qui ambitionne de régler ce problème-là, donc on a très envie d'aller faire de la recherche là-dessus et de démontrer les bienfaits médico-économiques à la Haute Autorité de Santé. Alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas du B2C et pourquoi vous passez par des distributeurs ? Alors on passe notamment par des revendeurs pour deux raisons. La première, c'est que pour couvrir le réseau, il y a 3000 revendeurs à peu près en France. Il nous faudrait une équipe commerciale déjà très conséquente au démarrage, alors qu'en travaillant avec eux, ils deviennent nos premiers commerciaux et peuvent parler du produit au moment où ils vendent un fauteuil, qui est le meilleur moment pour parler de ce type de produit. Ils sont déjà dans les centres de rééducation, ils connaissent déjà les médecins MPR. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que sur une paire de roues, il y a du SAV. Il y a des pneus qui crèvent, il y a des rayons parfois qui ont subi un choc. Et donc en travaillant avec les revendeurs, c'est eux qui réalisent ce SAV. Et ça nous permet de travailler uniquement sur le peu de SAV qu'il y aurait sur le moyeu, mais pas sur tous les aléas qui peuvent arriver sur une roue. Alors on parlait du remboursement éventuellement des roues en France, à l'étranger peut-être aussi un jour, mais dans les pays où vous êtes pas, ça ne sera pas remboursé, ça passe quand même également C'est pour ça qu'on commence à commercialiser sans remboursement. Donc aujourd'hui, on fait nos preuves, notamment en France. Et je dirais qu'en France, c'est là que c'est le plus compliqué, puisque c'est là où on est le moins habitué à payer pour sa santé. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, dans lesquels c'est les mutuelles qui prennent tout en charge quand on peut s'en payer. Et donc, en dehors de France, ça risque d'être beaucoup plus facile qu'en France. Je sens qu'il y a encore une question. Oui, j'avais une question. Alors après, je sais pas, je connais pas le marché, mais est-ce que les utilisateurs n'ont pas envie de louer de plus en plus des fauteuils plutôt que de les acheter et du coup de pénétrer le marché de la location ? Alors les utilisateurs, c'est pas encore le cas. Par contre, la réglementation est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et donc, on travaille nous avec les revendeurs et on démarre à travailler, même si c'est pour 2024. On a quelques partenariats avec des fabricants qui sont en train de se monter. Et notre produit, il est totalement intégrable à un business model de location. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors il y a une question. La fabrication est-elle 100% made in France ? Et industrialisation possible ? Question. Et également le dispositif s'use-t-il ? 100% made in France. On usine la partie centrale, donc là il y a notre techno, le moyeu, à Bordeaux. On fait venir les pièces et on les assemble avec des composants qui eux viennent d'Europe au Between Village. Donc à Lille, c'est une fabrication quasiment Hauts-de-France. Et l'usure, j'ai pas répondu. Alors l'usure, on est en train de le tester dans un laboratoire dédié qui s'appelle le CERA, qui est dans la région de Metz. Et on a un comparable, on a de la chance, on a 100 ans d'histoire quasiment sur le moyeu à rétropédalage. Sur un vélo, il n'y a pas d'entretien, on remet un peu de graisse de temps en temps, mais ça ne s'use pas. Alors sur un fauteuil roulant où on va moins vite, où les efforts sont moins importants, on a de très bonnes chances d'espérer que ces tests nous montrent qu'il n'y a pas d'usure sur les mâchoires. Moi, j'ai une question. Déjà, je vais reprendre mes lunettes parce que, en fait, j'ai vu que vous êtes accompagné de partout. Vous avez des prix de partout. Donc, Aura Santé, Aura Senior, Au Défi, ça c'est pour l'accompagnement. Between Village aussi, puisque c'est là que vous êtes hébergé. Hein. Tout à fait. Tech Care Paris. Est-ce que tout ça, finalement, c'est trop ? C'est pas trop.
c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, ça nous sert beaucoup aussi. Donc, on est accompagné par Aura Santé historiquement, et c'est ce qui nous a permis de structurer le projet, de passer d'un projet produit à un projet d'entreprise. Donc ça, je les remercie. Si je vois pas, ah bah si, il y a des gens d'Aura Santé. Et puis TechCare, ils nous aident aussi sur le réseau parisien. Il y a beaucoup de mutuelles qui ont leur siège à Paris. Il y a beaucoup d'instances qui sont à Paris. On a aussi envie de creuser dans le handisport. Il y aura les JO à Paris en 2024. Donc ça nous sert beaucoup. Et puis je remercie aussi tous ceux qui nous ont accompagnés jusque-là au défi, la BPI. Et j'en ai sûrement oublié, désolé. Alors rappelons juste quand même que toutes les startups accompagnées par une plateforme ont 4 fois plus de chances de réussite que si elles n'étaient pas accompagnées. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous passons toujours par les plateformes. Alors on doit lui rajouter 15 secondes parce que ça c'est une annonce qui n'a rien à voir avec le dossier. Je profite peut-être des 15 secondes pour poser ma question, parce que en fait vous avez un petit peu anticipé, mais là aujourd'hui on a un produit qui est fait pour les fauteuils de manière standard, mais est-ce que par exemple il pourrait être adapté demain sur le handisport ? On a des demandes d'handi sportifs. On en a eu notamment d'athlètes olympiques avant Tokyo. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, pas pour ce qui se passe sur le terrain, mais pour ce qui se passe en dehors du terrain. Parce qu'en fait, 90% des déplacements, quand on est au JO, c'est pour aller à l'hôtel, pour aller se restaurer, pour aller chez le kiné, pour aller à la salle de presse. Et donc, c'est comme ça qu'on a envie de travailler avec les handisportifs qui l'utiliseront en dehors du terrain pour voir s'il y a des débouchés sur le terrain. Donc on a commencé avec le tennis, on va commencer avec le tennis. Bon, et puis une petite question de la salle, ça va prendre 2 secondes. Est-ce que Épure a déjà du chiffre d'affaires ou quand arrivera le premier chiffre d'affaires ? Déjà, là depuis un mois, depuis les préventes, puisqu'on demande un tiers du tarif au moment de la prévente. Donc depuis un mois, oui, on a du chiffre d'affaires. Très bien, un très grand merci pour cette présentation. Bravo. Merci à tous. Voilà, alors je profite de cette petite transition avant nos 2 prochains lauréats pour vous rappeler que, en fait, et pour remercier d'ailleurs les partenaires qui accompagnent nos lauréats. Donc nous avons 2 coachs qui viennent à leur secours pour les aider à pitcher d'un côté et à muscler, optimiser leur business plan. Des sessions de coaching collectif et individuel avec Marine Cornavin, qui est là, bien entendu, conseillère et fondatrice de la société Madame Pitch. Et donc, à votre disposition, non seulement pour pitcher, mais éventuellement pour réviser vos discours de vœux 2022, souvent un peu soporifiques. Avec elle, ce sera des discours punchy. Deuxième accompagnant, il s'agit de Julien Meunier de KPMG qui lui propose des sessions de coaching individuel et donc qui apporte un soutien précieux à nos lauréats. Alors concernant KPMG, petite information, puisque KPMG lance une enquête en partenariat avec Croissance Plus. Excusez-moi, ça se fait pas, mais là je suis obligé de lire, sur les impacts de ces nouveaux enjeux sur l'écosystème entrepreneurial français et d'une manière générale, combiner hypercroissance, croissance durable, confirmer son business model, y compris lorsqu'on a des fortes accélérations d'activité. Voilà, tout ça vous pourrez le voir avec Julien Meunier qui doit être normalement dans la salle. Et oui, voilà. J'en profite pour remercier encore nos 2 préparateurs au pitch. Je peux vous dire, pour assister aux premières présentations lors des comités de sélection et après pour les entendre nos candidats, vraiment, ils font un travail remarquable pour améliorer la qualité des pitchs et un grand merci à eux. C'est vraiment un plaisir de travailler avec ces équipes. Très bien, et bien maintenant nous allons accueillir notre 3e lauréat qui est Victor Gignon pour la société Octavio. Jingle. Bonsoir. Bonsoir Victor. Avec vous, donc on va quitter pour un moment le champ de la santé pour aller dans celui du son et de l'audio. Vous êtes originaire, enfin en tout cas formé à la musicologie. Pas tout à fait un univers qui préfigure à l'entreprise, a priori, et bien pourtant si, vous prouvez le contraire. Vous avez monté une société qui a mis en place une solution finalement de connectivité audio à l'intérieur de la maison.
Moi, ça m'a fait penser, quand vous avez expliqué la chose, à la Villa Cavrois. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a des haut-parleurs dans toutes les pièces. Et alors, à l'époque, c'était filaire. Mais donc, je pense que vous allez nous montrer une solution du 21e siècle. Mais vous avez 7 minutes pour nous expliquer. Merci. Alors oui, aujourd'hui, pour écouter de la musique, on passe par le sans-fil. La majorité de la musique qu'on écoute aujourd'hui, c'est par les services de streaming. En octobre, on en a écouté 2 fois plus par rapport à il y a 2 ans depuis ces services-là. Alors, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est les services de streaming en haute résolution et en haute fidélité. Alors, ce sont des services de streaming où il n'y a pas de perte, pas de compression sonore. C'est Deezer, Qobuz, Tidal. Et il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent sur le marché. Apple Music récemment et même le géant du mondial Spotify s'y lance aussi. Alors, paradoxalement, nos sources pour écouter de la musique, elles sont de plus en plus qualitatives, mais la qualité d'écoute, elle se dégrade. Elle se dégrade parce qu'on n'a pas d'appareil, on n'a pas de passerelle pour profiter de ces nouvelles sources. Pourtant, on est nombreux à avoir des chaînes Hi-Fi de très bonne qualité chez nous, des amplificateurs dans lesquels on a investi, mais on ne peut plus en profiter, on les délaisse parce qu'ils sont plus compatibles avec une nouvelle manière d'écouter de la musique. Alors, chez Octavio, on développe un écosystème de produits qui permet de redonner vie à ces systèmes. Et notre écosystème de produits, il s'harmonise autour d'une interface centrale qui est l'application mobile. L'application mobile, c'est très important parce que c'est la première interface avec laquelle nos clients sont en interaction. Il faut donc qu'elle soit rapide, fluide, ergonomique, simple d'utilisation pour nos clients. L'application Octavio, elle intègre les plus grands services de streaming en haute résolution, que sont Qobuz, Tidal et Deezer. Elle intègre aussi les radios, les podcasts. Elle est d'une fluidité inédite pour à la fois la recherche de la musique et la diffusion de la musique. L'application Octavio permet le contrôle des appareils de notre gamme. On a plusieurs produits. Notre premier produit, c'est un streamer audio. C'est un lecteur réseau, ça s'appelle Octavio Stream. Ça ressemble à ça. C'est un boîtier qui se relie à des différents équipements audio et qui permet de les rendre connectés en leur donnant accès aux services de musique en ligne, aux radios, à la bibliothèque de musique locale. On est compatible avec les plus grands services de streaming et avec les plus grandes technologies de diffusion sonore, donc Apple AirPlay, Workflow Alexa, la technologie Uplay & Play, bien sûr le Bluetooth. C'est un produit qu'on vend à 199 € prix public. On a d'autres produits également en développement. Un amplificateur connecté qui reprend la technologie du streamer Octavio au niveau de la connectivité et qui ajoute un système d'amplification. Alors c'est un amplificateur auquel on peut brancher une platine vinyle, des lecteurs CD, un téléviseur. Et c'est un amplificateur qui est fait pour être associé à des enceintes passives, bibliothèques ou colonnes. On le propose à un tarif de 599 €. On fait des produits qui répondent aux besoins des audiophiles, qui sont très qualitatifs, mais qui sont également accessibles et très ergonomiques et simples d'utilisation, afin que tout le monde puisse profiter de la musique en haute fidélité. L'un des principaux atouts de nos produits aujourd'hui, c'est l'utilisation de la technologie Wi-Fi pour transmettre le son. Ça permet en fait de transmettre le son sans compression, sans perte de qualité, tel que les artistes l'ont créé en studio. Alors, la qualité Wi-Fi, ça commence à partir de la qualité CD, qui est un format ARES, et aussi à la qualité ARES, qui est mathématiquement 21 fois supérieure à la qualité Bluetooth. Ce qui permet vraiment, c'est le meilleur format aujourd'hui sur le marché, et tous nos produits sont compatibles avec ce format. Le Wi-Fi, ça offre aussi d'autres avantages, notamment la possibilité de faire du multi-room. Alors le multi-room, c'est le fait de pouvoir mettre de la musique, un peu comme à la maison, à la Villa Cavrois. On peut avoir de la musique dans toutes les pièces de sa maison de manière totalement synchronisée. On peut par exemple avoir un Octavio Stream dans sa chambre, un Octavio Amp dans son salon et écouter la même musique partout chez nous. Le marché du streaming audio, il est en pleine croissance, il est en pleine évolution. On a eu plus de 100 millions de nouveaux abonnés en un an dans le monde. Et dans ce marché audio, il y a les abonnements Hi-Fi en haute résolution pour lesquels sa part grandit aussi. Alors, ça augmente également parce que ces abonnements ils sont de plus en plus accessibles. De plus en plus d'acteurs se sont lancés sur le marché. On a eu dernièrement Apple Music qui a proposé des offres en haute résolution, Amazon Music a suivi derrière. Et du coup, de plus en plus de clients sont avec ces abonnements-là. Alors, tous les gens qui prennent des abonnements au service de musique en haute résolution, ils mettent un premier pied dans le monde de l'Hi-Fi. Ils vont chercher à s'équiper d'appareils audio, ça peut être des enceintes, des amplificateurs, des lecteurs réseau. Et avec Octavio, on va les toucher en proposant des produits qui sont accessibles, mais qui ne font aucune concession, aussi bien au niveau de la qualité Hi-Fi qu'au niveau de l'application mobile et de l'ergonomie. Ce marché, on a pu le tester avec un premier produit qu'on a financé avec une campagne de crowdfunding qui s'appelait Octavio. On l'a lancé au mois de mars sur le marché français. On l'a vendu en plus de 850 appareils. On a eu des bons retours de la part de la presse.
Aujourd'hui, on le distribue sur notre site web, sur Amazon et chez des distributeurs. On a une quinzaine de boutiques IFI qui distribuent le produit en France. On est également distribué par la Fnac, Bernardi. On discute également avec d'autres réseaux de distribution. On sent sur le marché une demande pour nos produits et on prévoit une croissance dans les prochains mois. On prévoit en 2023 de vendre 4000 appareils et en 2025 de faire 3,25 millions de chiffre d'affaires. Alors ce chiffre d'affaires, on pourra l'atteindre en développant nos prochains produits, le Octavio Stream, le Octavio Amp et également d'autres produits pour avoir véritablement une gamme de produits et également en exportant nos produits, donc dès 2022 dans le reste de l'Europe et dès 2023 aux US. Pour pouvoir financer cette croissance, on a besoin de financement. Alors, on recherche aujourd'hui 450 000 euros, dont 250 000 euros en equity. Alors, ce financement, ça sera pour financer la R&D des nouveaux produits, de l'application mobile, qui est aujourd'hui notre atout majeur. Et également pour des dépenses plus structurelles, commerciales, marketing. Et également, on a un aspect important dans notre logistique, qui est la nécessité d'avoir du stock, d'avoir des matières premières, stock de produits. Et il y a un besoin en BFR qui est assez important, qui sera financé par cette levée. Alors, on a commencé l'aventure à deux avec mon associé David. On s'est rencontrés lors de nos études et depuis, on a agrandi l'équipe. On a recruté Hugo et Paul pour du développement mobile. On a Agathe qui nous accompagne pour la communication et Camille qui s'occupe de la partie commerciale. Alors, tout au long de notre parcours, on a pu être accompagné par différents acteurs. On a très tôt rejoint l'incubateur de la Pleine Image et on a ensuite été accompagné par Odéfi. Voilà. Alors, on a beaucoup de projets à mener dans les prochains mois. On a réussi avec peu de moyens à mettre un premier produit sur le marché, à le tester sur le marché. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour aller plus loin, pour développer plus de produits. Et avec plaisir, on vous fera tester nos produits tout à l'heure. Et merci à tous. Grand merci. Première question. J'ai dit tout à l'heure que vous venez de l'univers de la musique. Là, on rentre un peu dans la technique. Est-ce que vous avez trouvé des compétences d'ingénierie ailleurs? C'est vous qui avez ces compétences-là? Comment avez-vous développé ce produit? Oui, en effet, au début, mon associé et moi-même, on est tous les deux étudiants en musique musicologie, c'est là-bas qu'on se rencontre. Du coup, on est passionnés de musique, mais on est aussi passionnés par les technologies, par les nouvelles technologies. Et en fait, on a ressenti, nous, le besoin. On avait des vieilles chaînes IFI au tout début du projet, et on voulait les utiliser avec nos services de streaming, mais on ne trouvait pas de produits qui nous permettaient de les réutiliser. Et on a travaillé là-dessus, on en a fait notre projet de recherche lors de notre master en musique et musicologie. Du coup, on a travaillé dessus toute une année. Et ensuite, on a rejoint un incubateur. On a été accompagné à l'aspect technique. Mon associé avec plus des prérequis techniques plus que moi encore. Et on a développé comme ça le produit. Et bien sûr, on s'est accompagné pour toute la partie ingénierie mise en production. Est-ce qu'il y a du brevet de la propriété immatérielle? Non. Alors, il y a déjà une première question. Alors, je la pose tout de suite. Y a-t-il un décalage entre la source et le multiroom? Non, il ne sera pas perceptible à l'oreille, ça sera comme du filaire. Le décalage, il sera inférieur à 500 millisecondes, du coup on ne l'entend pas. Pas de décalage. D'accord. Alors, une question, pourquoi ça s'appelle Octavio, cette société? Alors Octavio, c'est une petite référence à notre aspect musicologique. Octavio, c'est l'octave, et l'octave, c'est deux notes qui n'ont pas la même hauteur, mais qui ont le même son. Et du coup, voilà d'où ça vient, c'est le fait d'avoir deux notes en même temps, ça fait penser aussi au multiroom, du coup voilà pourquoi Octavio, vous trouvez qu'Octavio, ça sonnait bien aussi. Je ne veux pas vous dire le contraire, oui c'est vrai. Simplement, voilà, ça tombe bien parce que la question de la salle, c'est celle que je voulais vous poser. Ça paraît surprenant qu'il n'y ait pas de produit équivalent, que vous soyez les premiers sur ce marché. Alors aujourd'hui, le marché de l'IFI, il est très diffusé, il est très sectorisé. Et aujourd'hui, il y a des grandes marques IFI qui proposent des super matériels. Sauf qu'en fait, c'est du matériel, ces marques, elles se concentrent soit sur l'acoustique, celles qui font les enceintes totalement, soit sur l'électronique, pour ceux qui font les amplificateurs. Et j'oublie totalement en fait la partie connectée qui a été saisie par les services de streaming et par les GAFAM, si je puis dire. Et en fait, aujourd'hui, toutes les solutions concurrentes en fait, existent, mais ne sont pas faites pour le grand public, pas faites pour les utilisateurs, et même pour les gens qui se connaissent en technique, elles sont très, très peu ergonomiques. Du coup, aujourd'hui, on a vraiment un aspect différenciant sur notre application mobile par rapport aux concurrents, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est totalement délaissé aujourd'hui. Alors, moi, j'ai une question, parce que justement, sur la concurrence, moi, j'ai des enceintes Sonos partout dans ma maison.
Et ça marche très bien, donc je ne comprends pas la différence en fait. En fait, Sonos va intégrer ces enceintes dans leurs produits. Et nous, en fait, avec nos produits, on peut l'exporter avec des enceintes qui seraient de toute marque et beaucoup plus audiophiles pour le coup, parce que Sonos reste une qualité sonore très moindre. Aujourd'hui, quand on parle beaucoup, nos clients sont, sont des audiophiles. Voilà, typiquement, de Vialet est compatible avec notre système, mais n'est pas compatible aujourd'hui au niveau de l'application de Vialet. C'est un peu un enfer. Bon, alors vous dites dans la présentation que c'est facile et que c'est assez ergonomique. Est-ce que quand on est extrêmement ignorant en technique, comme certains, c'est vraiment simple? Oui. Non, ça mérite un peu plus. Non, ça prend, je pense, même quand on est totalement ignorant en technique, justement 1 minute, je pense, montre en main à configurer. Ensuite, le téléphone, en fait, l'application, on la télécharge. On configure son appareil simplement une fois à son réseau Wi-Fi et tous les téléphones, par exemple du foyer, qui seraient sur le même réseau Wi-Fi pourront contrôler Octavio, contrôler la musique. Ça agit vraiment comme une télécommande ensuite. L'appareil il est autonome en lui-même, c'est sa force d'utiliser le Wi-Fi et du coup totalement indépendant de qui se connecte dessus. C'est vraiment assez simple. Ok. Thomas ? Non, il y a une question, alors, est-ce que c'est fabriqué en France? On est très... économie circulaire aujourd'hui, enfin c'est économie circulaire, on est très défense de la France et dépendance de l'Asie pour les composants. Et vous pouvez nous rappeler le prix également de votre magnifique petit boîtier? Alors le streamer il est vendu 199 €. Aujourd'hui il est fabriqué en France en partie, c'est-à-dire que tout ce qui est boîtier, packaging, tout ce qui est fait localement, c'est fait localement. La partie électronique c'est fait en Asie et c'est importé pour être assemblé chez nous à Tourcoing dans nos locaux. Du coup on a forcément une dépendance par rapport à l'Asie pour les composants, mais c'est quelque chose qu'on anticipe. C'est aussi pour ça qu'avoir un stock de matières premières c'est important, histoire de pouvoir être le plus indépendant possible. On travaille beaucoup là-dessus aussi. Alors, comment on se fait connaître? Parce que pour l'instant, là, le boîtier, vous disiez, il n'y a pas encore beaucoup de ventes. Comment on arrive à se faire connaître quand on est un nouvel entrant? Alors, aujourd'hui, on arrive à faire connaître, c'est principalement en faisant essayer les produits. Du coup, pour nous, c'est très important de passer par des distributeurs et des revendeurs qui vont pouvoir aussi rassurer les clients. Parce que c'est vrai que acheter un produit sur Internet, surtout dans l'audio, quand on ne l'a pas écouté, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, on a une force, c'est qu'on connaît nos clients, ce sont pour le moment les audiophiles. Du coup, on peut les cibler avec des médias spécialisés. En fait, on envoie le produit en test à des influenceurs, ou pas forcément des influenceurs, à des experts vraiment du domaine, des personnes qui écrivent pour des blogs comme Cobuzz, pour Watifi. Ils testent le produit, et à chaque fois qu'il y a des articles comme ça fait aussi parler le produit. Et aussi, c'est une communauté qui parle énormément ils parlent entre eux. Et du coup, dès qu'il y a des forums où on peut parler de nous, les gens, il y a aussi beaucoup de bouche à l'oreille, de la recommandation d'amis. Il y a certains clients qui se font des soirées pour tester les lecteurs réseau et les comparer. Alors, il y a une petite question, il y a déjà un acheteur visiblement dans la salle. Il faut un boîtier par paire d'enceintes ou alors il suffit d'un seul boîtier pour toute la maison? Et une question secondaire, aujourd'hui vous avez déjà fait un peu de chiffre d'affaires ou pas encore? Oui. Comme je disais, on a vendu 850 appareils. Il y avait des réductions pour les préventes, mais on a fait à peu près 80 000 € de chiffre d'affaires sur la première version, sachant que le prochain boîtier qui sortira sera une nouvelle version plus évoluée par rapport à la première qui était plus un test marché. Et oui, il faut un boîtier par paire d'enceintes parce qu'en fait, chaque boîtier sera relié à l'enceinte ou l'enceinte si elle est active ou l'amplificateur. Et ensuite, pour faire du multi-room, donc avoir associé un boîtier par paire d'enceintes et ensuite on les retrouve tous sur l'application. Une question sur le business model, parce que tout à l'heure on voyait la courbe des ventes qui explose rapidement. C'est plausible aujourd'hui? Non, mais je pose des questions comme je la pose à n'importe quelle personne que je rencontre en tant que journaliste économique. Oui, plus on avance, plus c'est plausible et c'est même plutôt réaliste en fait. En fait, là, avec le développement de gamme de plusieurs produits, forcément, le chiffre d'affaires va monter. Et avec le développement de nouveaux marchés, avec l'export, je pense à l'Allemagne, qui a aussi un gros marché, le chiffre d'affaires va forcément monter. Et là, on voit sur les dernières tendances dynamiques, par exemple, le mois dernier, on a vendu 300 appareils. On est plus dans une problématique où on n'avait pas autant anticipé ces ruptures. En fait, c'est un marché qui est énorme. Puis vous êtes déjà donc référencé chez Amazon et chez Fnac, c'est ça, non?
pourquoi vous ne passez pas par des revendeurs, justement? Là, c'est le contraire, en fait, du pitch précédent. C'est-à-dire que comme le volume, enfin, le marché, il est colossal, il est beaucoup plus important. Là, on se dit, vous pourriez être doublé demain. Vous pourriez être doublé par quelqu'un qui copie votre produit. Oui. Bien sûr. En fait, on a un avantage aujourd'hui qui est l'application mobile. Et aujourd'hui, les fabricants d'enceintes, enfin, audiophiles, n'ont pas d'intérêt à doubler. En fait, on est vraiment sur un marché où il n'y a personne et où il y a des clients qui attendent ça. Soit il va y avoir des acteurs qui vont se concentrer pour des produits très grand public, qui vont proposer des produits très accessibles, très abordables, de mauvaise qualité, dont la plupart des clients ne seront pas satisfaits. Et d'autres acteurs qui vont être beaucoup plus très audiophiles, proposer des produits très très haut de gamme. Et en fait, il y a vraiment une place entre les deux pour les personnes qui demandent ça, qui sont en attente de produits comme Octavio dans cette gamme. Merci beaucoup, Victor Gignon, qu'on applaudit. Voilà. On a un peu débordé, mais c'est de notre faute. Donc, voilà. Et donc, on va accueillir notre dernier lauréat qui s'appelle Serge Bénard pour la société Speech to Sense. Jingle. Bonsoir. Bonsoir, je pense que là maintenant vous pouvez retirer le masque, ça sera plus sympa pour tout le monde. Donc vous êtes donc l'heureux patron de la société Speech to Sense avec votre associé Philippe Miekaz. C'est bien ça. Malheureusement n'est pas là ce soir, je crois que vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Vous êtes chimiste de formation, mais finalement ce que vous allez nous présenter n'a rien à voir avec cet univers-là. Vous avez donc développé une solution de bloc-notes ambulant et intelligent pour le monde des infirmières libérales. Et donc, moi qui ai un petit peu d'avance sur la salle, je sais que ça peut révolutionner cet univers. Et donc, vous avez 7 minutes pour nous expliquer ça. Merci Olivier. Oui, effectivement, chez Speech to Sense, notre vocation, c'est de développer des solutions vocales d'intelligence collective pour la e-santé. Et ce dont je vais vous parler ce soir, c'est d'AtouCare, qui est la première déclinaison pour les infirmières libérales. Alors, les infirmières libérales, elles sont la cheville ouvrière de la santé de ville, mais assez étonnamment, ce sont également les grandes oubliées du numérique en santé. Alors, je vous propose de faire la connaissance de Véronique, qui est infirmière à Béthune. Elle a 42 patients à voir tous les jours, 250 km à parcourir. Ses journées commencent largement avant 6 heures et finissent bien souvent après 20 heures. Et tout en restant disponible et attentive pour ses patients, elle va devoir consigner tout au long de la journée des centaines de faits vitaux, les noter et espérer ne rien oublier pour ensuite les transmettre à ses collègues dans des coups de fil interminables en soirée. Alors, ce qui n'arrange rien, c'est que Véronique et ses collègues utilisent encore largement le papier et le crayon, ce qui a beau être pratique, mais aussi engendre tout un tas de risques de perte et de dégradation. En fait, ce qu'il faut pour Véronique, c'est un outil moderne, efficace, pratique, qui lui permette de faire toutes ces consignations tout en restant concentré sur la relation de soins. Eh bien, cet outil, il existe. C'est AtouCare, le premier assistant vocal pour les infirmières libérales. AtouCare va remplacer le papier par des notes vocales prises à chaud et va se charger de les transcrire intelligemment et de les ranger au bon endroit. Donc revenons à Véronique qui utilise maintenant AtouCare. 6h50 le matin, elle arrive chez sa patiente qui est diabétique. Elle va mesurer sa glycémie, injecter de l'insuline. Elle va un peu plus tard mesurer sa tension. Et tout en dialoguant avec sa patiente, elle va dicter à l'application toutes ces observations sans utiliser un formalisme particulier. 10 minutes plus tard, elle quitte le domicile de sa patiente, se dirige vers son rendez-vous suivant. Tout a été consigné, son dossier patient est alimenté, les diagrammes de soins sont renseignés. Plus besoin, le soir même, de faire une transmission longue. Alors, le bénéfice premier, c'est une qualité de vie au travail retrouvée. Le fait de savoir que rien ne sera oublié, le fait de savoir que tout est consigné dans un environnement sécurisé. Mais le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, elle va avoir gagné 1h12. On a mesuré auprès de 200 infirmières un gain de 1h12 par jour. Je dis bien par jour, ce qui représente à la fin d'une semaine l'équivalent d'une journée de travail salarié moyenne.
Alors, comment on est arrivé à cela? On a marié une reconnaissance vocale de pointe qui tient compte du jargon, qui connaît les noms propres. On l'a associé à une intelligence artificielle qui va comprendre les verbatims, extraire les informations importantes pour ensuite alimenter un dossier patient sécurisé qui sera partagé au sein de toute l'équipe de soins. Cet outil, c'est également le résultat de 18 mois de co-création avec, là encore, 200 infirmières, un ergonome, un designer, de façon à avoir un outil qui corresponde exactement aux besoins des infirmières au quotidien. Nous avons lancé AtoCare commercialement il y a un peu plus de 5 mois, et regardez le résultat, il est éloquent. 300 téléchargements à jour, et aujourd'hui, 18% des utilisateurs qui ont commencé à utiliser l'application en mode gratuit sont passés en mode payant. Mais ce qui est surtout le plus gratifiant, c'est le fait que ces utilisateurs sont enchantés et ils deviennent nos premiers ambassadeurs. Alors, d'autres professionnels de santé, au-delà des infirmières libérales, qui sont 130 000 en France, donc d'autres professionnels de santé ont déjà commencé à utiliser AtoCare. Mais au-delà de ça, des maisons de santé pluridisciplinaires, des MSP, des établissements médico-sociaux ont déjà commencé à adopter également notre outil. Ce qui fait qu'au sein du marché total français de la e-santé, notre marché accessible correspond à tout ce qui concerne la dématérialisation et la coordination, ce qui porte ce marché à 5 milliards d'euros à l'horizon de 5 ans. Alors, comment nous allons aborder ce marché ? Eh bien, il y a 2 verticales. Je vous ai parlé à l'instant d'AtoCare, qui est notre application à destination des infirmières, qui est commercialisée sur les stores à 29,99 € par mois par infirmière. Mais le bénéfice d'avoir lancé déjà et d'avoir des premiers succès, c'est qu'on a installé dans le marché la pertinence du vocal dans tout ce qui est reporting de la e-santé. Et donc aujourd'hui, nous sommes très très bien placés pour devenir l'interlocuteur privilégié de tous les autres éditeurs de solutions de santé, que ce soit des éditeurs de commercialisation, de gestion de cabinet ou de partage d'informations de soins, pour intégrer notre technologie dedans. Et d'ailleurs, on a déjà 2 contacts concrets. Tout ça nous permet de nous projeter et de viser un chiffre d'affaires de près de 5 millions d'euros en 2024, après avoir atteint l'équilibre en 2023. 2022 va être une année clé, c'est l'année du Ségur de la santé et du plan Ma Santé 2022, dans lequel tous les professionnels de santé seront tenus d'utiliser des outils numériques qui seront sécurisés et validés par l'ANS, ce qui sera bien évidemment le cas d'AtoCare. Donc pour cela, nous levons des fonds, nous levons 600 000 €, dont 250 000 en equity. Le reste sera couvert par des obligations convertibles de la BPI et une dette bancaire. Et nous utiliserons ces sommes pour principalement recruter 8 talents, ne serait-ce que sur l'année prochaine, pour que ce soit à la fois en commercial et en technique. Lancer une campagne de communication et de relations publiques pour faire encore plus savoir à propos de notre solution et renforcer et prévoir les prochaines versions de notre intelligence artificielle avec l'arrivée d'un docteur en traitement du langage naturel dans notre équipe. Le projet est mature, dirigé par 2 cofondateurs qui cumulent une expérience professionnelle de 55 ans, mais surtout qui sont amis depuis plus de 25 ans. Philippe, mon associé, qui est fonceur, souriant, qui se charge du commercial, de la communication et des opérations, et moi-même qui me charge de la R&D et de tout ce qui concerne la technique. Je profite pour dire que Philippe aurait adoré être là ce soir pour vous rencontrer. Malheureusement, il est retenu à Paris pour recevoir des mains du conseiller numérique du président de la République le prix des talents de la e-santé. Bon. En résumé, si vous aussi vous voulez aider Véronique à mieux vivre sa passion et à contribuer ainsi à une meilleure santé pour nous tous, rejoignez le board de Speech2Sense. Nous cherchons des investisseurs visionnaires et engagés pour ainsi contribuer à une meilleure santé pour nous tous. Merci. Bravo. Parfait. Je pensais que vous n'alliez pas dire pourquoi Philippe Miécaz n'était pas là ce soir, mais si. Juste à la dernière minute, in extremis. Merci beaucoup, c'était absolument stupéfiant. Moi, je suis franchement des chiffres comme ça. Une journée gagnée par semaine pour une infirmière, c'est juste incroyable. Oui. Vous-même, vous avez dû être surpris du résultat, non ? On a été surpris du résultat, mais quand on voit le rythme de travail, vraiment qui est impressionnant, en fait, elles ont des journées qui sont très très chargées.
Ceci dit, l'analyse a montré qu'effectivement, elle passe encore en moyenne plus de 2 heures en administration, que ce soit la facturation, etc. Mais dans ces 2 heures, il y a au moins 1 heure, donc là 1h12, qui sera des tâches de coordination, de partage d'informations, de consignation, de recopie, etc. Et c'est là qu'Atoucare remplit son rôle. Donc alors, une journée économisée par semaine, plus le Ségur de la santé qui oblige à numériser, enfin à avoir des logiciels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 300 infirmières qui ont votre logiciel, c'est ça? Alors, oui. Sur 130 000. Donc, pour vous poser la question, quelle est la part que vous espérez prendre sur ces 130 000 infirmières libérales demain? Alors, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Donc, on a ces 2 verticales. À l'horizon 2024, on vise en direct d'avoir à peu près un 5 à 6% des parts via l'application. Mais on sait que via l'API, on touche à des éditeurs qui ont déjà 25 000 infirmières, 10 000 infirmières et même d'autres acteurs qui sont sur d'autres verticales. Donc ça va permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement une part très importante et même majoritaire des infirmières libérales. Mais encore une fois, on n'arrivera pas à rester cantonné aux infirmières libérales. Il y a un appel d'air énorme dans les autres professionnels de santé de ville notamment qui rencontrent le même problème de partage d'informations. Stéphanie. Oui, en fait, mais ça rejoint un petit peu la question qui était là. C'est effectivement l'application. La grosse valeur ajoutée par rapport à un dictaphone, c'est le fait que la donnée est classée. Et là, il y a une question sur les contraintes RGPD et données de santé, justement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bien sûr. Alors, bien évidemment, nos données sont hébergées en France sur des serveurs qui sont HDS, c'est-à-dire habilités à héberger des données de santé. Nous avons d'ailleurs été accompagnés par la société OVH pour mettre en place toutes ces procédures. Donc ça, c'est un prérequis, c'est une évidence. Je crois que j'ai répondu à la question. Donc la grande valeur ajoutée de l'API, en fait. Oui. La grande valeur ajoutée de l'API, c'est... Oui, pardon. Oui, voilà. Effectivement. Au-delà d'un simple dictaphone, alors déjà, notre dictaphone, lui, c'est bien au-delà parce que l'essentiel et même nous sommes les seuls à traiter des messages courts qui vont typiquement être ce qui va être enregistré dans le feu de l'action. C'est-à-dire que l'infirmière dise 13,9 de tension ou alors 0,90 de dextro ou j'ai mesuré une glycémie de 0,98, on va être capable de le comprendre. Ce sont des mots qui sont très difficiles, des phrases qui sont très difficiles pour les moteurs de transcription classiques parce que ça tend à avoir une phrase complète avec un verbe, un sujet, etc. Ensuite, dans l'analyse du texte, notre autre force, c'est que on se retrouve avec des phrases, comme je disais, qui n'ont pas de verbe, qui n'ont pas de ponctuation, et on doit être capable de comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est notre autre force, et c'est pourquoi, bien qu'on soit commercialisé depuis assez peu de temps, c'est le résultat de 5 ans de développement et de R&D. Alors, il y a une question, mais qui est aussi la question auquel je pensais, quel est le taux de réussite du logiciel de reconnaissance vocale? Est-ce qu'il peut y avoir des erreurs? Parce qu'il peut y avoir des erreurs. Oui. Et il y en a un petit peu, mais c'est très minoritaire et c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer. C'est d'ailleurs pourquoi on recrute un docteur en traitement du langage naturel. Mais aujourd'hui, les utilisateurs ne sont pas gênés par ces petits taux d'erreur. Et de toute façon, ils ont la main sur le résultat qui est partagé, puisque je ne me suis pas appesanti dessus, mais bien évidemment, quand le professionnel va dicter ces informations au fil de l'eau, il ne va pas avoir besoin de regarder l'écran, il ne se préoccupe pas de savoir si la dictée est bonne. Quand il aura un moment un peu plus tard, il va pouvoir reprendre, corriger, augmenter, etc. Et ça arrive sur peut-être aujourd'hui un message sur 5, mais le gain de temps, il est là. C'est que sur le moment, on lui a permis de se décharger de l'information cruciale. Et c'est dans un deuxième temps, quand il est plus calme, qu'il va pouvoir éventuellement enrichir, éventuellement corriger. Mais ça, c'est quelque chose... Mais même avec un bout de papier et une transmission par téléphone, c'est aussi... Exactement. Alors, on va lire, il y a une question un petit peu longue, alors je la traduis. Est-ce que le revenu ne provient que finalement des abonnements des infirmières ou bien est-ce qu'il y a d'autres revenus possibles? Avant de parler peut-être, parce que c'est un point important, des partenariats possibles avec les éditeurs. Tout à fait. Alors oui, effectivement, là on a un prix public qui se trouve sur les stores. Nous avons des offres pour les cabinets, des offres des effets de volume. Les stores ont cette particularité de demander aujourd'hui
des commissions assez importantes sur Apple et Google, en traitant justement sur des effets de volume et en direct, ou via des solutions de facturation qui sont beaucoup plus légères, on arrive à faire des offres qui sont beaucoup plus intéressantes, tout en maintenant une marge correcte. Alors, est-ce que ce produit est strictement fait pour le marché français ou est-ce qu'il est possible, par exemple, d'aller chercher au moins, dans un premier temps, les marchés francophones? Oui. Alors, on a déjà des contacts outre Kivin. Donc c'est parti. Alors il y a toujours une question de réglementation. Ceci dit, la réglementation française étant déjà très très stricte, c'est assez facile de convertir dans d'autres pays. Mais oui, ça a déjà commencé. Et peut-être que j'anticipe la question, mais le français est un des langages qui sont assez difficiles pour tout ce qui est transcription et compréhension du langage naturel par des ordinateurs, des algorithmes. Donc à partir du moment où on aura fait ça, ça sera très facile d'aller vers d'autres langues. Alors attendez, juste au moment où je voulais poser la question, elle m'échappe, ça tombe très bien. Il y a déjà le marché des infirmières, mais je pense qu'il y a plein de professions médicales finalement qui peuvent être intéressées par ce projet. Je pense aux radiologues peut-être ou... Les ophtalmologues, ophtalmologistes. Oui, tout à fait. Alors, en fait, nous, on est vraiment un outil de coordination qui va permettre à tout un tas de professionnels de se parler entre eux et d'échanger des informations d'une manière très légère. Et comme c'est très facile, les dossiers seront mieux remplis et ils seront plus complets et ils seront plus faciles à analyser. D'autant que, et j'ajoute, c'était pas dans la question, on a prévu un module de synthèse, pour synthétiser et pour résumer toutes ces informations qui vont permettre d'avoir une vue d'ensemble qui sera rédigée par un algorithme et qui permettra d'avoir une information synthétique pour chacun des praticiens. Moi, pour terminer, parce qu'on a déjà pratiquement fini, mais je voudrais revenir au business plan tout à l'heure qui a été présenté. Je crois qu'on approchait les 5 millions d'euros. Oui. Alors c'était un business plan qui était fondé uniquement sur la partie abonnement des infirmières, ou ça tenait compte, par exemple, des partenariats possibles avec les éditeurs? Non. On tient compte des partenariats puisqu'on a déjà été approché, on est déjà en contact avec des éditeurs majeurs. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là puisque ça fait juste un mois qu'on a commencé. Et comme je disais, on est leader sur cette technologie et sur ce marché. Donc oui, là-dedans, les ventes en deuxième année, c'est principalement des API et ensuite de nouveau, ça s'équilibre avec l'application. Donc on peut imaginer une progression qui poursuivra, parce que là on a vu, je crois, 2024. Oui, tout à fait. Après 2025, ça sortait du graphique. Bon. Je voudrais en profiter pour finir. Pour terminer, remercier Investinov évidemment, au défi, remercier Euratech qui nous a accompagnés au début, Eurasanté, la BPI, et voilà, et tous les partenaires. L'écosystème est merveilleux dans la région. On a trouvé un soutien énorme, voilà, et on est très heureux de pouvoir y contribuer à notre tour avec notre réussite et renvoyer l'ascenseur. Très bien, un grand merci. Serge Bénard pour Speech to Sense. Très belle conclusion. Et pour conclure définitivement, Thomas Buffin. Merci en tout cas. Alors effectivement, 4 très beaux projets que je vous rappelle très rapidement. La solution pour les ophtalmologistes d'INU qui nous a présenté Téméo, la solution PMR avec Colin de la société Épure, l'interface connectée musicale Victor avec Octavia, l'assistant vocal... Octavio, pardon. Oui, c'est pas la même chose. Et l'assistant vocal pour les infirmières, Serge, qui nous a présenté AtoCare. Alors, un remerciement spécifique ce soir pour notre photographe bénévole Barbara Grossman, qui prend des photos pour un peu tout le monde. Un grand merci à elle. C'est la première fois, je crois, qu'elle participe à nos soirées. Un immense merci à notre présentateur de choc en la personne d'Olivier. Prochaine soirée le 3 mars 2022. Je remercie nos sponsors, alors naturellement la région Lamay, les différents partenaires d'incubateurs, les différents partenaires investisseurs et surtout notre sponsor préféré, la Banque Populaire du Nord, représentée par la délicieuse Stéphanie, dont je rappelle la devise que j'aime beaucoup, c'est « La réussite est en vous ». Eh bien, la réussite est en eux pour nos porteurs de projets. Très bonne soirée à vous et au 3 mars 2022 au plus tard.